Salut Andréane! Donc cette semaine, on est vraiment contente de vous présenter notre invité Guillaume Quentin. Il va vous parler de plein de projets, dont la transformerie, mais on vous fait une petite intro pour vous présenter un peu son profil. Oui, alors peut-être que vous avez reconnu son nom, en fait, et surtout connu du grand public pour avoir remporté la première saison de l'émission Les Chefs à Radio-Canada. Alors voilà de où que vous connaissez. Guillaume Quentin, il a 15 ans d'expérience en cuisine, puis ensuite, il a décidé de co-initier et il est le directeur général de la Transformerie. Aussi plus connu, vous voyez ces tartinades dans nos épiceries depuis plusieurs mois. Qui sont maintenant appelés les rescapés. Alors, peut-être ça aussi, vous avez vu la petite différence, mais c'est encore une fois la Transformerie, fait qu'il va nous expliquer plus sur son parcours, ses produits et sa vision du futur qui est super intéressante. Bonjour Guillaume! Allô les filles, ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Fait que pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, un peu qu'est-ce qui t'a amené à fonder la Transformerie, puis comment que t'en es venu en fait à concevoir ce projet-là de Transformerie, puis qu'est-ce que ça fait en fait? Oui, ça va me faire super plaisir. Probablement, l'alimentation est quand même un point central de ma vie, là. C'est vraiment le point de départ. C'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie. Quand j'étais jeune, ma famille a toujours eu un grand amour des aliments, tout ça. Puis j'ai baigné là-dedans, fait que ma mère, quand elle m'a eu, en fin de compte, elle a arrêté de travailler, fait que mère au foyer, mais vraiment dans une perspective de cuisiner beaucoup. Fait que ça a toujours été là, mais j'en étais pas trop conscient. Mais je me rappelle que quand j'étais jeune, je montais sur un banc haut et je regardais ma mère cuisiner. Puis par la force des choses, comme étudiant, je suis devenu à travailler dans les restaurants comme plongeur. Okay. C'était parce qu'un ami travaillait dans un restaurant pour faire de l'argent de poche, puis ça a donné comme ça. Fait que je suis tombé plongeur, puis c'est là que vraiment la connexion s'est faite avec l'alimentation, avec le fait de travailler en cuisine, parce qu'on va passer rapidement en cuisine, parce que j'étais travaillant, tout ça, et que j'ai réellement connecté avec une première fois la nourriture, mais de façon professionnelle. Je me suis même aimé à dresser des assiettes, à le côté artistique de ça. Tout ça pour dire, en version très courte, ça a été 17 ans de ma vie, en fin de compte, que j'ai étudié en cuisine, pâtisserie, sommellerie, j'ai fait des concours de cuisine, j'ai voyagé beaucoup, j'ai été chef dans plusieurs restaurants, j'ai eu des entreprises, j'ai parti des organismes. Tout ça pour dire que c'était mon parcours pendant 17 ans. J'ai fait ça de façon très courte. Et en 2016, j'ai eu le goût d'autres choses. Puis ça a été accéléré parce que de façon transparente, rien de dramatique, tout va bien aujourd'hui, mais j'ai eu des problèmes de santé. Fait que des problèmes de santé qui m'ont amené à réfléchir un petit peu plus profondément sur mes valeurs personnelles puis qu'est-ce que je voulais faire. Et au même moment, un autre de mes amis était dans la même situation, pas en termes de santé, mais en termes de réflexion. Puis on se posait toujours la question, puis c'est Thibaut Renouf, un des co-initiateurs de la Transformerie, on se posait toujours la question comment on pourrait participer à rendre les systèmes alimentaires plus résilients. Puis naturellement, ce qui nous a amené à travailler sur le gaspillage alimentaire. Et c'est là, à l'automne 2016, là, Thibaut m'a lancé tout bonnement le défi de faire un souper gastronomique avec des déchets. Okay. Ça me tentait vraiment pas de faire ça. Je trouvais ça dégueulasse, honnêtement. Mais cette aventure-là s'est révélée très, très forte pour nous parce qu'on s'est littéralement jeté la semaine suivante. Puis après avoir discuté 5 minutes, il m'a convaincu. On s'est littéralement jeté dans les containers de déchets la semaine suivante. Puis on a vu la qualité des invendus dans les containers. Puis ça nous a réellement surpris. Fait qu'on n'a pas pu rester insensible à ça. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, qu'on allait rencontrer sans rendez-vous par la suite, la semaine suivante, des commerçantes pour parler avec eux, des épiceries. Puis avec l'approche positive naturelle qu'on avait, il y avait vraiment une grande ouverture, puis une possibilité de travailler avec eux pour résorber cet enjeu-là qui est des invendus qui finissent à la poubelle. C'est fou quand même comme début de projet, là. C'est une idée qui sort tout droit des poubelles, souvent, que je dis. Ah oui, c'est vrai, hein? C'est vraiment le cas de le dire. Puis, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous amène à focusser ou dans le fond, à miser vraiment sur le concept de tartinade? Le projet, les tartinades font partie du projet Rescapé. Naturellement, la première chose à quoi on a pensé, c'est valoriser la qualité des invendus, cette qualité-là qu'on a vue dans les poubelles, mais qu'on ne voulait plus qu'il y ait à la poubelle. Fait qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on fait comme produit transformé pour faire cette mise en lumière-là. C'est sûr que probablement la conserve pour nous, des pots en verre scellés
était un outil adéquat pour faire ça parce qu'on capture le moment optimal du fruit qui est mûr, puis on le transforme, puis on le capture là. Fait qu'on trouvait ça super intéressant. Après ça, on s'est dit quel genre de produit qu'on peut faire. OK. Par exemple, on n'a peut-être jamais parlé ensemble, mais on a pensé à faire des légumes marinés, par exemple. On a même fait des tests. On a décidé de ne pas aller là parce qu'on a fait une petite étude de marché, puis on a vu que c'est un marché sursaturé, qui n'aurait peut-être pas une grosse vélocité en termes de vente. On avait la perspective des confitures, mais on voulait travailler dans une perspective de moins de sucre parce que les 65%. confitures au Canada, c'est minimalement 65% de sucre pour dire le mot confiture, chose qui n'était pas notre but. Nous autres, on voulait vraiment... Ouais. Fait que nous autres, on voulait mettre le moins de sucre possible, mais que ça plaise aux gens. Fait qu'on a fait, par exemple, des tests à la première édition du Festival Zéro Déchet, je pense en 2017. Les gens ne le savaient pas, mais on faisait goûter les produits qui n'étaient pas commercialisés encore pour parler de l'idée, puis leur faire tester des dosages de sucre. Puis ce qu'on s'est rendu compte, le dosage approximatif qui est bon, puis que les gens aiment, c'est 35% de sucre. Fait qu'il y a quand même le sucre naturel du fruit, puis après ça, on rajoute un petit peu de sucre, mais ça n'a rien à voir avec les quantités que tu mets dans une confiture. Fait que c'est pour ça qu'on a appelé ça tartinade. Puis c'est la mise en valeur des fruits et légumes. Faut savoir que le projet Rescapé, c'est pas juste de la collecte de fruits et légumes, mais c'est de la collecte de tous les aliments de tous les départements, tous les rayons d'une épicerie. OK. Plusieurs épiceries avec qui on travaille dans Rosemont, la petite patrie sur l'île de Montréal. Puis, au travers de ça, on prend 26% de cette collecte-là, une partie des fruits et légumes pour les valoriser avec les 10 produits commercialisés qui sont des tartinades, mais aussi aujourd'hui, il y a 6 tartinades, 2 marmelades, 2 sauces. On a développé d'autres produits. Et aussi, 67% des denrées qui sont non transformées, une partie des fruits et légumes, viande, poisson, boulangerie, tout ça qu'on redonne à des organismes en dépannage alimentaire pour aider des gens le besoin dans l'arrondissement également. Fait, il y a tout ce travail-là aussi qui est fait derrière. Il y a la valorisation, oui, de la qualité des invendus, mais il y a aussi donner accès à de la nourriture de qualité qu'on pétrit, qu'on organise et qu'on va donner à des organismes en arrière-scène. Pétri, tu veux dire masser, c'est ça? Non, Poudoumtchi. Prétrier, j'ai peut-être trop parlé trop vite. Si Non, ça c'est sonnait de une même, c'était pas mon objectif. C'est mes jokes de ma tante, t'inquiète pas. Hey, mais c'est vraiment intéressant. Je ne savais pas que vous aviez, que vous redonniez aussi en fait une partie des invendus. Donc, c'est quand même une grosse partie de votre mission sociale aussi qui se Sur le cache derrière projet, ça, là. Ouais. ouais, sur le projet Rescapé, c'était super important pour nous de faire un travail très fort en amont, puis un ancrage social, dans le sens qu'on est allé rencontrer, oui, les commerçants, comme je disais, de façon en sollicitation à froid, mais après ça, on a développé des rendez-vous on a développé des entrevues pour les rencontrer, standardiser, pas standardiser, mais comprendre leurs besoins, vraiment les écouter, développer un projet qui répond à un besoin, c'est-à-dire que les invendus n'aillent pas à la poubelle, c'est-à-dire une gestion éco-responsable des invendus. Puis de l'autre côté, on savait qu'on voulait travailler avec les organismes en dépannage alimentaire, fait qu'on est allé faire une étude terrain avec les organismes dans Rosemont de façon bénévole. On a passé presque 80 heures avec moi, avec un stagiaire. On allait rencontrer les organismes, on faisait des entrevues, on a fait un rapport qui a été donné à la table de sécurité alimentaire de Rosemont et ça a permis de voir c'était quoi la réalité terrain, c'était quoi l'intérêt de travailler avec des organismes, tout ça. Fait que ça l'a vraiment attaché tout ça ensemble, puis ça nous a permis d'avoir une bonne compréhension. C'est sûr que ça a pris des mois à faire tout ce que je vous partage et plein d'autres éléments, mais quand on a parti, les parties prenantes qui étaient au travers du projet Rescapé étaient très heureuses dès le départ parce qu'ils avaient été impliqués dans le processus de réflexion. OK. Puis la fois, ce qu'on pourrait dire, est-ce que ce serait correct de dire que quand les gens achètent, mettons, un pot de tartinade, marmelade ou sauce, en même temps, ils encouragent cette redistribution-là? Oui. En fin de compte, le revenu d'un pot là, permet de collecter 12 kilos d'aliments. Puis sur ces 12 kilos d'aliments-là, mais il y en a le 2/3 qui est donné à des organismes en dépannage alimentaire. Fait que c'est un peu plus que 8 kilos. Wow, c'est quand même intéressant, là. C'est vraiment plus que la majorité, en fait, qui est donnée là. Fait que dans le fond, vous, concrètement, quand vous allez dans le fond, dans des supermarchés ou des partenaires alimentaires, puis comment ça fonctionne pour choisir qu'est-ce qu'ils vous donnent? Est-ce que c'est parce que la date de péremption est proche ou c'est vraiment comme ils voient que globalement, ils sont prêts à passer au prochain produit? Comment ça fonctionne? C'est sûr qu'eux autres, la date de péremption peut être quelque chose qui va venir dans le chemin, là, dans le sens que les produits comme viande, poisson, tout ça, ils vont être retirés la journée de la date de péremption. Nous, de la façon dont on fonctionne, c'est qu'on signe des ententes avec nos commerces partenaires.
Une fois que l'entente est signée, ben après ça, on va donner une petite formation. Moi, je vais en commerce. Habituellement, notre livreur, notre chauffeur qui fait la collecte le dimanche vient avec moi. On fait une petite formation aux gérants, gérantes de département pour leur expliquer c'est quoi le travail qu'on fait avec le projet Rescapé, l'importance qu'eux font partie de ça, qui sont un ingrédient essentiel, l'impact qu'ils vont avoir dans la communauté, de goûter aux produits, de comprendre vraiment tout ça pour qu'ils soient vraiment mobilisés et non que ça soit une charge de plus dans leurs tâches. Il y a de l'affichage qui est mis en commerce aussi en arrière-scène dans les départements. Puis après ça, une fois que ça s'est mis en place, après ça, on va commencer la collecte le dimanche suivant. Fait qu'on passe toujours à peu près dans la même zone horaire, dans à peu près le même 30 minutes. Fait que les autres préparent, tout est coordonné avec eux, puis ils voient la récurrence au fil des semaines, fait qu'il y a des habitudes qui se créent. Puis après ça, dès la suite à la première collecte, il y a une mise en marché qui est faite dans les commerces partenaires de nos produits également. Puis là, justement, on est en train de développer des nouveaux outils marketing pour appuyer le fait que les commerces partenaires, qu'est-ce qu'ils font avec nous et tout ça, parce qu'on a revu notre image de marque justement pour le projet Rescapé. Fait que après ça, une fois qu'on reçoit la matière, comment on s'organise pour la gestion des stocks et tout ça, on a développé des recettes veut pas qui sont basées sur ce qu'on reçoit en plus grande quantité au niveau des fruits et légumes. Parce qu'on ne peut pas improviser des recettes, parce que veut pas, c'est pas nous qui vend les pots, c'est les points de vente, dont vous. Fait que on peut pas changer les recettes, il faut respecter les étiquettes, les tableaux de valeur nutritionnelle, il faut qu'il y ait une stabilité dans les produits. Chose qui est quand même spéciale pour nous parce qu'on part toujours d'une matière première qui est différente. C'est pas toujours les mêmes oranges, exemple, qui sont de la même variété, mais il faut que le produit soit le même à la fin de la journée. Fait qu'on a vraiment développé avec des outils de laboratoire, tout ça. Il n'y a rien de chimique là-dedans, mais dans le sens des équipements de laboratoire nous permettent de tout mesurer, ajuster en fin de compte la sucrosité, l'acidité, tout ça. On a vraiment des processus très rigoureux qui nous permettent de vraiment s'assurer que les produits sont vraiment impeccables. On n'a jamais eu de rappel sur aucun produit. Puis, notre but, c'est vraiment la valorisation de la qualité des invendus. Puis, c'est vraiment ça à quoi les produits servent. Fait que c'est ça. Puis après ça, nous autres, des fois, ça peut arriver que justement, on reçoit des pommes en trop grande quantité. On va les donner avec des organismes de dépannage alimentaire. Mais après ça, il y a tous les autres fruits et légumes qui sont moins récurrents qu'on redonne aussi. Puis il y a également toute la partie viande, poisson, boulangerie, tout le reste qui est redonné aux organismes. Puis c'est sûr que tout le volet gourmet est vraiment très important dans votre projet, de par ton parcours puis ton intérêt que tu as depuis tes enfants, est-ce qu'on a compris? On s'est demandé comment est-ce que vous développez ces idées de saveurs-là, parce que c'est quand même des saveurs qui sont quand même originales, puis qu'on s'est demandé un peu c'est quoi le processus créatif derrière ça. Je dirais que ça passe beaucoup par la discussion. Au départ, c'est sûr que les premières recettes ont été développées avec un petit comité informel. Il y avait comme un des co-initiateurs, Bobby, qui était au sein de ce comité-là. On avait un autre ami, Simon, qui est comme vraiment quelqu'un qui a un palais incroyable, qui a aidé aussi à réfléchir les produits. Plein d'autres gens autour de nous qui participent à ces discussions-là de façon ponctuelle. Fait que ça s'est fait de façon naturelle. Après ça, c'est sûr que quand on s'est mis à développer les autres produits, déjà quand le projet Rescapé était en cours, bien sûr, on prenait des produits qui avaient une grosse quantité disponible. Après ça, c'était avec des fois l'équipe, des fois avec des bénévoles. C'est vraiment de trouver les meilleures idées. Fait qu'il n'y a jamais eu comme une recette parfaite pour trouver c'était quoi l'idée. C'est déjà venu comme la marmelade d'agrumes, on l'a modifié en cours de route parce qu'un employé a trouvé un nouveau truc. On avait un autre produit qu'on a développé parce que c'est un employé qui a une idée. Fait que c'est vraiment, en fin de compte, tout notre but, c'est de valoriser de la meilleure manière possible. Fait qu'après ça, c'est vraiment après ça, tester puis de faire goûter les produits puis de voir si la réaction est positive. C'est quoi ton produit coup de cœur préféré, toi? Je dirais que je suis quand même un fan de la marmelade d'agrumes. Parce qu'on a un processus qui est vraiment différent de ce qui est fait d'habitude. Une marmelade, habituellement, tu vas avoir les agrumes qui sont cuits en entier à l'eau bouillante, puis après ça, tu vas retirer la peau, puis tu vas faire des petits morceaux avec des dés où tu vas tailler la peau, puis après ça, tu vas prendre l'intérieur de l'orange qui est cuit, puis tu vas le presser pour sortir le jus. Mais ce jus-là va être comme un peu pasteurisé, moins intéressant, mais c'est le même qu'on fait la recette plus classique. Les gens vont ajouter du sucre, puis après ça, des fois du jus de citron, du jus de lime, puis ils vont cuire ça. Nous, ce qu'on fait maintenant, c'est que la partie centrale, la pulpe, avant de cuire les oranges, on va peler les oranges pour cuire la peau séparément. Puis après ça, on va prendre l'intérieur cru, puis on va le presser à cru, fait que le jus est plus frais.
il est plus sucré, on met moins de sucre ajouté pour la recette, puis le goût est vraiment meilleur. Fait que ça fait une marmelade plus gourmande, plus savoureuse. Ouais. Mais ça doit être plus long à faire. C'est plus d'amour, mais c'est plus de plaisir aussi. C'est bien dit. Plus d'amour, mais plus de plaisir. Ça va bien ensemble. Puis, moi, ce que j'ai trouvé vraiment étonnant dans les produits que vous offrez, tu sais, comme quand on parle de tartinade, souvent, on va penser au déjeuner, mais je trouve que vous avez vraiment des produits qui peuvent s'utiliser dans vraiment toute la journée, pas seulement au petit déjeuner. Je ne sais pas si vous nous donnez un peu quelques exemples d'usages que vous proposez avec vos produits. Ben oui, c'est clair, c'est sûr, tu sais, mettons, si on prend la marmelade d'agrumes, c'est clair que, tu sais, naturellement, on peut penser à manger ça avec chocolatine, crêpes, tu sais, des choses de déjeuner, tout ça. Mais tu sais, ça peut être super bon avec, tu sais, exemple, s'il y a des gens qui mangent de la viande, ça peut être du canard. Si on connaît canard sauce à l'orange, ben ça peut être avec ça, avec des terrines. Ça peut être très bon végétarien dans le sens avec de la ricotta. Du yogourt, ça, c'est plus déjeuner, on s'entend. Même essayer une fois avec, comme faire une petite vinaigrette avec ça. Tu sais, tu peux faire des vinaigrettes asiatiques. Ah oui, Comme base, tu sais, des fois, nous autres ici, pour luncher, parce qu'à la transformerie, il y a toujours un ou une employée qui fait les lunchs pour toute l'équipe, parce qu'on lunche tout le temps ensemble, avec des invendus. Ben, des fois, on utilise des bases comme des tartinades ou des marmelades pour faire des vinaigrettes, parce que c'est super savoureux. Fait que c'est une super belle base pour partir une recette de vinaigrette. Fait que ça, c'est des exemples pour la marmelade d'agrumes. Un autre produit qu'on aime, ben, on les aime tous, là, mais qui est fort depuis le début, c'est la tartinade tarte aux pommes, tu sais, qui est vraiment des pommes avec des épices d'une tarte aux pommes. Puis c'est vraiment un souvenir que souvent que les Québécois, Québécoises ont. Fait que c'est cannelle, muscade, clou de girofle. C'est super bon avec du fromage cheddar, du rôti de porc. Ça peut être, tu sais, après ça, déjeuner, c'est sûr que c'est super flexible. Dans un grilled cheese, peut-être, hein, même. Dans un grilled cheese, c'est une super bonne idée. C'est super bon aussi. Après ça aussi, tu peux avoir, ben, pour les sauces, c'est sûr que naturellement, oui, ça peut être pour le déjeuner, mais ça peut être vraiment pour plein d'autres affaires. Tu sais, il y a la sauce pomme et curry madras, qui est un truc qu'on voit moins de façon usuelle parce que les pommes, souvent, on voit ça plus sucré, mais là, on a fait une sauce salée qui est avec un mix d'épices indiennes puis du zeste de clémentine. Fait que ça, c'est super bon avec genre des fruits de mer, pétonque, crevettes, des moules, du homard. Ça peut être bon avec des crudités comme céleri, chou-fleur, même des pommes comme crudité. La sauce barbecue aussi qu'on fait, qui est super bonne, qui va très bien avec des carottes rôties, des champignons au four, des crevettes cocktail, des côtes levées. Fait qu'il y a comme plein d'utilisations qu'on peut avoir pour les produits. Même les tartinades, une autre idée qui me vient avec marmelade d'agrumes. On a même fait un partenariat dans le passé pour montrer des recettes de cocktails. Ah ouais, de cocktails, genre pour boire, là? Ouais. Ah ouais. Parce qu'il y a certains cocktails, j'utilise la marmelade, fait que je me rappelle pas c'était quoi le nom. Il faudrait que je fasse une recherche, c'est loin à ma mémoire, là, mais il y avait une recette qui avait été développée, je pense que c'était avec 1642 pour faire un petit concours. Là. Mais c'est le fun, surtout avec l'été qui commence, puis le barbecue, puis les légumes qu'on va faire griller, puis tout ça. Là, c'est vraiment une bonne idée, en fait. Ça donne faim, tout ça. Est-ce que tu avais une question, Andréane, que tu aurais aimé rebondir? Non, en fait, on voulait voir un peu comme si tu avais d'autres trucs et astuces pour nous pour la réduction du gaspillage alimentaire. Mais en fait, est-ce que pour toi, là, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est vraiment ça? C'est vraiment l'aspect gaspillage alimentaire ou tu vois ça plus global, ta mission en ce moment, ton entreprise? C'est plus global, c'est un organisme à but non lucratif. Fait que, moi, je suis co-initiateur de ça, mais je suis pas propriétaire de ça. Le but, c'est vraiment un dépassement collectif, vraiment de se dépasser pour justement enrayer le gaspillage alimentaire. Mais l'organisation, en ce moment, on vient de sortir d'une planification stratégique très transformatrice pour nous. Puis, au final, c'est un peu ça revient à ce que je parlais au début. C'est vraiment tous les humains humains impliqués, c'est vraiment parce qu'ils sont en amour avec les aliments. Puis, ce qu'on recherche, c'est la résilience des systèmes alimentaires. Fait que l'organisation va se repositionner là-dessus parce que le gaspillage, au final, est un symptôme de ça. Puis nous, notre but en tant qu'organisme de bienfaisance, c'est de vraiment réaliser la mission. Puis si on réalise la mission, c'est de ne plus exister. Fait que, tu sais, si on pense à ça, puis je vais faire du pouce là-dessus, vous allez voir où je m'en vais, c'est que le projet Rescapé, pour nous, ne va pas devenir un projet où on veut faire des millions de pots, dans le sens que c'est une démonstration de la qualité, comme je vous ai dit tantôt, on sensibilise à ça. Mais si on devient tellement gros, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va devenir dépendant des invendus.
devenir dépendant des invendus, mais on ne voudra pas que ça arrête. On va même l'encourager, les organisations, à en générer plus de gaspillage. Fait que ça va aller à l'inverse d'enrayer le gaspillage. Fait que ça devient une solution pansement qui, à notre avis, ne sert pas notre mission. Et quand je dis solution pansement, ben, si on arrête de faire le projet rescapé, ben, le problème revient pour les places où on avait collecté la nourriture. Fait qu'il n'y a rien qui est réglé. Fait que je suis pas en train de dire que notre projet est mauvais. On est vraiment fiers de qu'est-ce qu'on fait, puis on est heureux. Ça nous a permis de démarrer l'organisation, de générer des revenus, développer une crédibilité et surtout de développer des relations de confiance avec un secteur, le commerce de détail alimentaire. C'est un sujet qui est quand même tabou, le gaspillage alimentaire, mais qui l'est de moins en moins. Fait que pour nous, ça a été très clé. Mais pour nous, c'est comme une mise en bouche, une entrée en matière, c'est une carte d'affaires. C'est pas notre finalité. Nous autres, avec notre planification, on s'en va totalement ailleurs, là. Je suis vraiment d'accord avec toi. Là. C'est vraiment la réflexion qui revient, qui est de dire ben, c'est vraiment génial ce que vous faites, puis magnifique, mais comment on peut ensemble essayer de repenser comment on s'alimente plus globalement, parce que clairement, quand on dit on a les mêmes invendus chaque semaine qui permettent de faire des recettes super stables, c'est qu'à un moment donné, il me semble pourquoi, nous, vu qu'on est à petite échelle, tu dis, si c'était nous qui avait ça, on se dirait, ben on va commander moins de ces produits-là, puis essayer de trouver un meilleur équilibre, fait que comment tu vois ça, mettons, pour toi, le futur, là, ta vision future pour l'alimentation au Québec? Ben nous autres, premièrement, pour faire du pouce un petit peu sur qu'est-ce que je vous ai introduit là, sur qu'est-ce que le projet Rescapé est, ben si on continue sur ce que je disais, la planification qu'on a faite, puis le repositionnement de l'organisation, c'est que ça fait très longtemps, ça fait plus qu'1 an qu'on travaille sur un projet derrière qui va voir le jour logiquement d'ici la fin de l'année, qui est un projet de laboratoire vivant sur la résilience des systèmes alimentaires. Un laboratoire vivant, c'est une structure qui existe quand même au Québec sur certaines problématiques, mais qui est moins présente ici, qui en a beaucoup en Europe. Il y a même une organisation, l'ENOL, ENOLL, qui en représente 400. Le laboratoire vivant, c'est un espace d'innovation ouverte où on part vraiment des usagers, c'est-à-dire les gens qui vivent la problématique, les organisations, puis qui deviennent vraiment le point focal central avec lesquels on travaille à comprendre la problématique, puis à voir c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi leurs barrières à l'entrée, c'est quoi qu'ils ont déjà essayé, c'est quoi les solutions qui existent ailleurs, c'est quoi la dynamique du secteur qu'on travaille. Nous, ça va être vraiment du champ à l'assiette, fait que l'ambition est quand même grande, on s'en cache pas, puis on fera pas ça tout seul. Mais on veut vraiment travailler sur une vue systémique, une visée systémique, parce que si on travaille à régler quelque chose dans un secteur, mais on fait juste le déplacer le problème dans un autre secteur, ça fait juste perdre du temps et ça fait pas de sens. Fait que dans cette perspective-là, le laboratoire vivant, on était accompagné par 2 cohortes au sein de l'Esplanade, qui est un espace collaboratif de travail pour la transition écologique. Puis toutes les réflexions nous ont amené vers ce modèle-là. Je dirais que c'est pas mal le seul dogme qu'on a, c'est que ce projet-là, cette solution-là, va être génératrice de solutions à impact. Le but, c'est qu'une fois on a compris comment, c'est quoi la réalité, les enjeux, tout ça, des acteurs, actrices, puis on a créé une zone de confiance avec une gouvernance saine, ben c'est qu'après ça, on regarde c'est quoi les solutions qu'on pourrait développer qui auraient le plus d'impact pour vraiment, entre autres, les mesures, réduire le gaspillage, réduire l'empreinte environnementale des systèmes alimentaires. On va faire ça sur la grandeur du Québec, puis on veut vraiment travailler de façon collective, collaborative, positive depuis le début qu'on fait, qu'on est déjà en train de discuter avec un centre de recherche, le CERIEC, qui est lié à l'École technologie supérieure, qui est en économie circulaire pour travailler avec nous. Justement, le premier principe, c'est-à-dire de l'économie circulaire, c'est la réduction à la source, c'est la préservation. Le meilleur déchet, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Fait qu'on est en train de travailler avec eux pour développer ça, mais aussi on regarde travailler avec des ministères comme le ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec, le ministère de l'Environnement, Lutte, Changement climatique, le ministère de l'Économie et Innovation et plein d'autres acteurs, actrices pour vraiment travailler à faire du changement systémique. Puis ça ne sera pas sur le coin d'une table en une journée, on s'entend. C'est une vision sur quelques années, mais on est en train d'asseoir ce projet-là puis de faire le financement en ce moment. Fait que vous allez voir, prochainement, on pourra s'en reparler. C'est ça qui va devenir le cœur de notre mission, le cœur de notre travail, dans une visée systémique, dans une visée de régler la problématique. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas en amour avec une solution, c'est-à-dire on n'est pas en amour avec les rescapés, on est en amour avec la problématique. Notre façon d'être en amour avec la problématique, ben c'est vraiment le laboratoire. Puis cette personne-là qui nous a inspiré ça, c'est une femme qu'on a rencontrée dans les cohortes de l'Esplanade qui s'appelle Daniela Papi Thornton.
pour ceux qui écoutent, si vous avez l'occasion, allez voir un TED Talk sur cette femme qui est super inspirante et qui nous a vraiment marqué avec cette phrase-là de dire de tomber en amour avec la problématique. Génial, c'est super inspirant, c'est le fun de voir que le projet s'en vient de plus en plus grand puis innovant. Puis si jamais, là je fais du pouce, on peut-tu faire de d'autopromotion, Andréane? Mais quand je t'écoutais parler, Guillaume, ça me faisait penser à une entrevue qu'on avait faite dans la saison 1 du balado qui était sur les 6 formes d'agriculture durable en Occident. Puis c'était avec un économiste en France. Puis c'était vraiment intéressant. Puis en fait, ce qu'il expliquait, c'est que ce qui différencie en fait les 6 grandes formes d'agriculture, en fait, c'est pas tant les problématiques que les valeurs qui sont derrière ces formes d'agriculture-là. Puis là, on a connu un modèle qui était beaucoup productiviste. Donc, la valeur recherchée, c'était la productivité. Puis on s'en va de plus en plus vers des modèles qui vont rechercher en fait l'habitabilité. Donc, le fait que la manière dont on se nourrit ne nous empêche pas de continuer à habiter sur la planète Terre. Donc, respecte non seulement les limites planétaires, mais offre, par exemple, une agriculture régénérative. Puis, on est plus en dialogue avec la nature plus que d'en vouloir la dominer. Fait que je me disais, peut-être que tu trouverais vraiment intéressant d'aller écouter ce balado-là, juste pour voir justement en arrière aussi des problématiques, les valeurs avec lesquelles on veut trouver les solutions. Quelles valeurs on veut associer aux solutions qu'on veut mettre en place. Fait que maintenant, vraiment intéressant, puis c'est vraiment le fun de voir justement la bifurcation que vous avez pris, puis comment vous vous adaptez en fait à la situation, puis au contexte qui change. Hein? On s'en est rendu compte aussi avec les dernières années, là, à quel point les choses peuvent changer vite. Là. Fait que finalement, c'est quand même assez positif pour le futur. Là. Je suis assez positif. Probablement, moi, personnellement, c'est peut-être ça pour vous aussi. Moi, je peux pas rester sur le banc assis à côté puis rien faire par rapport à qu'est-ce qui s'en vient puis qu'est-ce qui se passe déjà au niveau de changement climatique et tout ça. Puis, et oui, on peut penser à compenser en voulant faire des solutions comme le projet Rescapé, mais je pense que le but à terme, c'est de repenser parce que compenser, c'est juste déplacer un mur qu'on recule un petit peu plus dans le temps. Le but à terme avec le laboratoire, c'est de repenser. C'est sûr qu'on va rentrer dans une dynamique avec des acteurs, actrices qui sont habitués dans une perspective de utiliser des flux de matière pour réutiliser autrement. Puis après ça, c'est comment on peut les amener à repenser en rentrant dans cette boucle-là avec eux, puis tranquillement les amener là pour être capable de vraiment faire du changement. L'économiste, par curiosité, est-ce que vous vous rappelez de son prénom, oui, son nom? C'est Gaël Plumcock. Okay. Je t'enverrai. On mettra le lien là, sous la balado là, si vous voulez là, faire cette entrevue-là. C'est clair que ça m'intéresse vraiment. Là, juste ce que tu partages fait vraiment du sens. Puis je pense qu'il y a vraiment un volet dimension humaine hyper important dans le travail qu'on va faire au niveau du laboratoire là, par rapport à ce que tu partageais au niveau des valeurs. Là, ça fait vraiment du sens. Puis ce que je trouve le fun aussi, c'est que comme tu as introduit, quand effectivement, nous aussi, c'est ça le but, c'est quand tu passes à l'action puis tu fais des gestes concrets pour trouver des solutions au changement climatique, ça te permet d'être moins stressé, moins anxieux parce que tu passes à l'action, tu fais des choses concrètes, fait que le soir, tu dors bien, tu dors pas avec comme plein de problèmes puis tu te sens moins impuissant. Fait que ça, je pense que c'est vraiment la meilleure stratégie pour te sentir mieux le soir puis pas vivre d'éco-anxiété. Là. Fait que, effectivement. Ben, je dirais que c'est comme le moteur d'action d'une certaine manière. Je ne suis pas éco-anxieux, mais c'est un peu ça en amont. J'en ai vécu un peu d'éco-anxiété, mais c'est ça que j'ai comme fait, que j'ai changé ça pour amener ça comme dans une force d'action. Mais mon but, c'était pas de faire ça tout seul, mais c'était de faire ça collectivement. Puis c'est pour ça que nous autres, la structure de l'organisme Abidon Créatif avec la mission nous a vraiment parlé. Puis qui va rendre service vraiment au sujet. Puis c'est qu'on est vraiment dans une perspective de créer un lieu avec d'autres personnes pour justement accélérer justement cette transition socio-écologique qui est nécessaire. Passer de l'éco-anxiété à l'éco-action. Wow! Ouais. On est déjà à la question de la fin. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2022? Faire moins mais mieux, dans le sens que c'est un peu ça, le laboratoire vivant, on pourrait développer 500 solutions, puis si on en développe 5 qui ont un bon travail qui a été fait en amont avec une bonne cartographie des systèmes alimentaires, ben tu n'auras peut-être pas besoin d'en développer 500 si on en développe 500 qui sont basés sur vraiment du gros travail terrain, de la grosse compréhension, de la bonne recherche. Puis ça va faire dans ma vie, faire moins mais mieux. Je suis sûr que vous le savez, vous êtes entrepreneur. C'est très exigeant, encore plus en contexte de pandémie. Fait que c'est sûr que j'ai le goût d'avoir une forme de semi-équilibre. Je m'attends jamais à travailler 40 heures semaine, ça n'a jamais été ma vie, mais
juste d'avoir un petit peu plus de stabilité et moins de contre-coups qu'on peut connaître là, avec la pandémie, tout ça. Puis c'est entre autres pour ça qu'un projet comme le laboratoire fait plus de sens pour nous, pour la poursuite des choses. Nous autres, on aime bien parler. On te le souhaite, puis on aime bien parler de sobriété heureuse. Oui, c'est clair, c'est clair. Merci beaucoup, Guillaume, puis on te souhaite tous ces bons projets avec plein de succès et d'équilibre. Pas juste un semi, un vrai. Merci les filles, merci de m'avoir invité. C'était super de jaser avec vous autres. Parfait, merci beaucoup. Bye. Bye bye.